Bienvenue dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. Au Sénégal, Idrissa Seck rejette la main tendue du président Macky Sall. Le candidat malheureux à la présidentielle du 24 février refuse de participer au dialogue national proposé par le chef de l'État. Le PAIGC vainqueur des législatives du 10 mars en Guinée-Bissau, une victoire sans majorité absolue avec 47 des 102 sièges à pourvoir. Comment va-t-il gouverner? Élément de réponse dans ce journal. Et puis en Tunisie, la production de phosphate est en berne, si bien que le pays, qui faisait partie des 5 premiers producteurs mondiaux, a été relayé à la 11e place. Réélu pour un second mandat, le président sénégalais Macky Sall a lancé un appel au dialogue national sans convier toutes les forces vives de la nation. Une main tendue que Idrissa Seck, arrivé second lors de la présidentielle, refuse de saisir. Les détails avec Victoria Sedi. Au Sénégal, l'ancien Premier ministre Idrissa Seck, arrivé deuxième à l'issue de l'élection présidentielle du 24 février, rejette l'appel au dialogue du président réélu Macky Sall. Ce dernier tenterait via cette initiative de décrisper le climat politique actuel en misant sur la participation de tous les acteurs politiques à l'effort de construction du pays. Le dialogue fait partie des soubresauts de la démocratie. Le Sénégal sort d'une élection qui avait suscité beaucoup d'inquiétudes. Mais aujourd'hui, encore une fois, le Sénégal s'est montré être une démocratie majeure en Afrique et partout dans le monde. Il croit aux vertus du dialogue, il croit fortement à la démarche participative. Toutes les forces vives de la nation doivent répondre à l'appel. Dans son discours tenu début mars 2019, le président sénégalais Macky Sall a promis faire des propositions dans le but de rassembler la classe politique. L'opposition, de son côté, reste méfiante et doute des objectifs réels du chef de l'État. Sur le plan stratégique, ils ont une certaine logique, mais en appelant au dialogue, il veut confondre, au moins semer le trouble au niveau de l'opinion, et en leur montrant, j'ai gagné, j'ai appelé au dialogue, mais l'opposition refuse. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. Est-ce que ce dialogue, c'est un véritable dialogue? Selon les résultats définitifs, Idrissa Seck, deuxième avec 20,50% des voix, a été dévancé par le président sortant Macky Sall, crédité de 58,26% des voix. Les candidats de l'opposition avait rejeté ce score tout en se gardant de tout recours, même jusqu'après les délais prévus par la Constitution. Il s'était proclamé vainqueur, et bien les urnes lui ont donné raison. En Guinée-Bissau, le Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert a remporté les élections législatives du 10 mars. Mais avec 47 sièges sur 102, l'ancien parti unique manque de peu la majorité absolue. Farba Marouna. La Commission nationale électorale de Guinée-Bissau a publié mercredi les résultats provisoires des élections législatives du 10 mars 2019. Le PAIGC, Parti africain de l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert, au pouvoir, arrive en tête, s'adjugeant 47 sièges sur les 102 que compte l'Assemblée nationale. Il est suivi par le MADEM, Mouvement pour l'alternance démocratique, qui obtient 27 sièges, et par le PRS, Parti de la rénovation sociale, qui en a obtenu 21. C'est la première fois que nous avons eu de tels résultats avec le PAIGC depuis 1994. Avec 47 députés, cela ne lui garantit pas toute la liberté ou bien, ne lui donne pas toute la garantie de gouverner tout seul. Le PAIGC remporte donc le scrutin sans majorité absolue au Parlement. Prochaine étape, il va falloir former un gouvernement grâce à des accords conclus mardi avec de plus petites formations politiques qui ont totalisé 7 sièges. MADEM, qui est une dissidence du PAIGC et du PRS, de l'ex-président Kouayala, qui avait été la tête de liste de l'opposition. Maintenant, le problème qui se pose, c'est que ces deux ensemble commencent à contester les résultats qui ont été donnés, qui sont vraiment des résultats très courts par rapport à l'enjeu, par rapport aux attentes du PAIGC. Les élections législatives du 10 mars suscitent beaucoup d'espoir chez les populations bissau-guinéennes. Elles devraient contribuer à résoudre la crise que traverse le pays depuis le limogeage par le président Vaz en 2015 du Premier ministre de l'époque, Domingos Simoes Pereira, chef du PAIGC. Ces résultats devront être validés par la Cour suprême. Coup dur pour l'économie tunisienne, l'exportation de phosphate est en berne, conséquence d'une baisse significative de la production. Pourtant, jusqu'en 2011, la Tunisie figurait parmi les 5 premiers producteurs mondiaux de phosphate. Elle est désormais relayée à la 11e position. Gladys Mouamba.
La compagnie des phosphates de Gafsa, société nationale tunisienne, a perdu sa place de premier exportateur du pays suite à la chute de la production nationale de phosphate de 25% durant l'année 2018. Paradoxalement, depuis 2011, sa courbe de recrutement est ascendante. L'effectif de la CPG n'a cessé de gonfler, atteignant près de 30 000 employés. Mais aujourd'hui, des milliers de travailleurs affirment être payés à rester les bras croisés. Seuls 44% des salariés seraient réellement actifs. Nous sommes ce que les gens appellent des chômeurs et pourtant nous touchons un salaire. Nous ne le voulons pas. Nous voulons travailler et produire. Chaque année, les salaires coûteraient près de 70 millions de dollars à la CPG sur un budget annuel de 180 millions. La baisse de la production de phosphate est donc un coup dur pour la CPG, l'un des plus importants employeurs de la région. Le problème avec la société Gafsa Phosphate est le même que celui de l'industrie minière et de la région de Gafsa dans son ensemble. Il en va de même pour les petites régions de la Tunisie qui n'ont pas bénéficié d'un développement suffisant. Ces lieux sont néanmoins restés négligés et les gens n'avaient pas d'autre choix que de travailler dans la société de phosphate. Le nombre d'employés de la société a grimpé à 27 000, ce qui est plus que l'entreprise ne peut supporter. Les yeux des salariés sont à présent tournés vers le gouvernement pour réformer ce secteur en chute libre. La production de phosphate est passée d'un nombre record de 8,2 millions de tonnes en 2010 à environ 3 millions de tonnes en 2018. L'enquête sur le crash d'Ethiopian Airlines se poursuit. Le constructeur aéronautique Boeing va déployer une équipe technique sur les lieux du drame qui a fait, nous vous le rappelons, 157 victimes. Une équipe pour analyser les données recueillies à partir des 2 boîtes noires de l'avion retrouvées ce lundi. On fait le point tout de suite avec Ange Bijounomenio. Boeing enquête de réponse sur les raisons du crash d'Ethiopian Airlines. Pour faciliter les enquêtes menées dans le cadre de cette affaire, le constructeur américain annonce l'envoi d'une équipe technique sur les lieux du crash dans le sud d'Addis Abeba. Leur intervention devrait permettre d'analyser les données récupérées dans le poste de pilotage afin d'en tirer une conclusion. L'enregistreur vocal indique la communication qu'il y avait entre l'équipage du poste de pilotage et le contrôle du trafic aérien à Bole. Comme vous le savez peut-être, le commandant de bord a lancé un appel de détresse pour demander l'autorisation de rentrer à l'aéroport d'Addis Abeba, mais alors qu'il tentait de rentrer, l'accident s'est produit. Les 2 boîtes noires du Boeing d'Ethiopian Airlines ont été retrouvées lundi 11 mars 2019 après le drame qui a coûté la vie à 157 personnes. Selon un communiqué d'Ethiopian Airlines, les données de ces 2 boîtes noires devraient permettre d'établir les causes de l'accident. Les experts de l'aviation s'interrogent sur la fiabilité de cet avion, en particulier sur ses équipements de contrôle de vol. Ils ne doutent pas de la sécurité d'Ethiopian Airlines. Ethiopian Airlines fait partie des plus importants réseaux de compagnies aériennes au monde. Dans le classement Citrax 2018 du cabinet de conseil britannique éponyme, qui établit la liste des 100 meilleures compagnies mondiales, Ethiopian Airlines occupe la 40e place, ce qui en fait la meilleure compagnie du continent en termes de flotte, de chiffre d'affaires et de nombre de passagers. La rougeole gagne du terrain à l'échelle mondiale et Madagascar n'y échappe pas. 79 000 cas y ont été recensés en quelques mois. Une large campagne de vaccination est annoncée dans les 22 des 67 districts que compte la grande île. Les détails avec Solange Dubois. L'épidémie de rougeole continue de faire de nombreuses victimes à Madagascar. Près de 1000 personnes, principalement des enfants, ont perdu la vie depuis ce mois d'octobre 2018, tandis que le pays lutte pour contenir sa pire épidémie de rougeole depuis des décennies. Mon enfant avait été vacciné et avait reçu la première injection. Mais il est décédé parce que nous n'avions pas les moyens d'aller le chercher et d'obtenir la 2e injection. Après les 2 phases de la riposte vaccinale dans les 25 districts sanitaires ce mois de janvier et février 2019, le ministère de la Santé publique de Madagascar a annoncé le lancement d'une nouvelle campagne de vaccination. 1,2 million d'enfants issus de 22 sur les 67 districts que compte le pays pourront être vaccinés. La rougeole est un virus aéroporté hautement contagieux qui peut causer la cécité et le gonflement du cerveau. Ici, de nombreux parents parcourent des kilomètres à la recherche de coups.
Mais ils ne sont pas assez nombreux et beaucoup sont trop pauvres pour se les payer. De son côté, l'UNICEF invite le gouvernement malgache à mettre en place un système solide pouvant permettre à chaque enfant d'être vacciné contre la rougeole au moins 2 fois par an. À ce jour, 3 379 000 enfants âgés de 6 mois à 9 ans sont encore en attente du vaccin. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.